Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, on a parlé des bases de données, de comment ça marchait, quels étaient les boutons qu'il y a partout, comment les paramétrer, quelles étaient les vues, tout ça. Si vous l'avez raté, il y a un lien qui va apparaître quelque part. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un niveau de détail un petit peu supérieur. On va parler de toutes les propriétés des items de vos bases de données dans Notion. Et pour ça, on va retourner sur le petit modèle qu'on utilisait tout à l'heure. Donc c'est le modèle qu'on a utilisé précédemment. Avant de rentrer dans le détail dedans, il faut que je vous parle un peu des propriétés des bases de données. Alors, votre base de données, elle est composée d'items. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Des éléments, ils appellent ça. En anglais, ça s'appelle des items. Chaque item a X propriétés qui lui sont liées. Donc, votre base de données, elle est composée d'items. Donc, c'est les éléments qu'il y a là. Là, par exemple, il y a 8 items dans ma base de données. Alors, Notion appelle ça des éléments maintenant en français. Et chacun a des propriétés qui lui sont liées. Alors c'est les mêmes et c'est pas les mêmes pour tout le monde. C'est les mêmes parce que si vous rajoutez une nouvelle propriété dans votre base de données, tous les éléments de votre base de données vont l'avoir. Par exemple, j'ai une propriété nombre, tous les éléments de ma base de données, si je continue, ont un nombre. Donc les propriétés sont communes à tous les éléments de la base. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit être rempli pour tous les éléments de la base. Donc ils ont tous la même possibilité d'avoir des données attachées, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans la pratique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une propriété que vous ajoutez dans votre base de données, elle n'a pas vocation à marcher pour tous les items. Par exemple, dans mon gestionnaire des tâches, il y a une propriété date du voyage uniquement pour les tâches qui concernent les voyages. Pour les autres items, elle sert à rien. Mais on peut avoir comme ça de temps en temps des propriétés que pour quelques éléments. Après, ça sert à rien d'en faire pour 1% de votre base de données, mais c'est pas parce qu'il y a une propriété dedans qu'elle doit être utilisée pour tout. Autre point, le nombre de propriétés dans une base de données est, à ma connaissance, illimité. Alors je pense que techniquement, il y a une limite, vous ne pouvez pas en mettre plus qu'il n'y a d'atomes dans l'univers, mais dans les faits, j'ai jamais touché cette limite du doigt et pourtant j'ai fait des bêtises avec Notion. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi? Ça veut dire que vous pouvez multiplier les propriétés quand vous en avez besoin. Par exemple, quand j'écris des formules, souvent je vais découper la formule en plusieurs propriétés, en plusieurs petits bouts, plus facile à manipuler, et après je l'assemble dans une seule. Parfois, quand je fais du debugging, je vais rajouter des propriétés en plus pour tester des choses. Donc il n'y a pas de limite dans l'absolu, il ne faut pas dire c'est 15, pas plus. Si vous avez besoin de 5 pour tester quelque chose, pour essayer, c'est toujours un talent Notion, c'est évolutif, donc il ne faut pas hésiter à en ajouter. Et enfin, les propriétés, je vous ai dit, elles n'ont pas vocation à être utilisées pour tous vos éléments si on n'a pas besoin, ça peut être que pour certains de temps en temps quand ça fait sens, et aussi vous n'avez pas besoin de tous les afficher tout le temps, c'est pas parce que vous avez 15 propriétés dans votre base de données que vous pouvez en afficher 15 en permanence, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois, dans propriétés, vous pouvez tout masquer et en avoir qu'une seule à la fois. Et c'est d'ailleurs de ça dont on va se servir, parce que je vais vous montrer que celle dont je vous parle au fur et à mesure, ce sera plus simple. Donc la première de toutes les propriétés, et c'est celle que vous pouvez jamais masquer, que vous pouvez jamais enlever, etc., vous pouvez juste la renommer, c'est une propriété de type texte. Alors chaque propriété a un type. Dans l'absolu, on s'en fout, c'est juste que c'est utile quand vous utilisez des formules. Par exemple, pour faire des calculs, si vous voulez faire des additions, il faut utiliser des propriétés de type nombre pour les ajouter, par exemple, pour faire des totaux. Si vous utilisez des propriétés de type texte pour taper vos chiffres, alors certes, vous allez avoir la même chose en front, vous allez avoir du texte qui est des chiffres, mais vous ne pourrez pas faire d'addition et de manipulation, tout ça avec. Donc chaque propriété a un type. C'est intéressant de les connaître si vous avez un usage plus approfondi qui est d'utiliser des formules. Par exemple, les dates, vous pouvez vous en servir pour allonger, calculer des durées, du temps restant, etc. Il faut bien mettre ça dans une propriété date, sinon ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas l'exploiter ensuite. Donc c'est ce que je vous disais, pour la première propriété, et c'est le problème qu'on a tous avec, c'est qu'elle est obligatoirement de type texte. Parfois on n'a pas besoin de donner du texte, de donner un nom à une entrée de la base de données, mais pour celle-là on n'a pas le choix, c'est toujours du texte. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus, donc on va passer à la suivante. Hop, je vais en appeler une qu'on a déjà utilisée. C'est la propriété de type date. Ça, évidemment, vous la connaissez, c'est une dont on se sert le plus. La date fait aussi plage de date, donc hop, vous pouvez ici inclure une date de fin à votre plage et vous le faire en cliquant. Vous pouvez inclure l'heure si jamais il y a besoin, donc par exemple pour les vols d'un avion en cas de voyage, c'est assez utile. Vous pouvez mettre un rappel avec plein d'options dessus pour être notifié, donc ça dans les gestionnaires de tâches, c'est très utile. Le gros problème, c'est un manque pour le moment de Notion, c'est qu'il n'y a pas de rappel récurrent. C'est difficile à faire. Si vous avez une tâche à faire tous les lundis, vous pouvez pas avoir un rappel tous les lundis pour la faire. Pour l'instant, j'ai tendance plutôt à utiliser Google pour ça. Et pour les tâches très ponctuelles, le suivi mensuel de ma micro-entreprise, par exemple, ce genre de choses, là, ça marche très bien. Enfin, vous pouvez modifier le format de la date. Vous pouvez le mettre en date relatif. Relatif, il va vous dire mercredi prochain, lundi prochain, demain, mardi prochain, etc. Il vous parle comme un humain par rapport à la date d'aujourd'hui, ce qui est très utile. Sinon, vous pouvez le mettre en date complète avec le jour, donc mercredi, temps, machin, ou juste une date comme nous on le fait en Europe, avec jour, mois et année. Là j'ai mis les heures, mais on n'en a pas besoin. Hop. Évidemment, les dates, vous en servez pour tout ce qui concerne la planification de projet, c'est très utile. Propriété suivante, les étiquettes. Les étiquettes, ça sert à taguer vos données, en mauvais français. Il y a une différence avec la sélection. Je vous montre les deux en même temps, comme ça vous allez comprendre le concept. Étiquette, votre entrée peut avoir plusieurs étiquettes. Par exemple, Hervé, il est de type 1 et type 2.
À l'inverse, une sélection, c'est soit l'un, soit l'autre. Par exemple, si on est sélection type 1, si on est type 2, eh ben on peut pas c'est soit l'un, soit l'autre. Donc la différence entre sélection et étiquette, c'est ça. Par exemple, pour un statut, avant que la propriété statut existe, on utilisait plutôt une sélection, parce qu'une tâche, elle était démarrée, en cours, terminée, etc. Par contre, les étiquettes, ça va servir à taguer, je sais pas. Si vous faites de la veille, ça peut être des tags type science, politique, etc. Pour typer les entrées que vous mettez dans votre base de connaissances. C'est la grosse différence entre ces deux propriétés. Ensuite, on a une propriété de type nombre. Donc ça va être utile pour tout ce qui est opération de calcul. La propriété de type nombre, elle a deux choses qui sont cool. Déjà, en bas de la colonne, vous pouvez faire plein de choses, mais vous avez des opérations mathématiques que vous n'avez pas sur les autres. Parce que pour les autres, vous pouvez compter les valeurs uniques, les cellules qui sont pleines ou pas, pour voir ce qui est rempli ou pas dans votre base de données. Là, comme c'est des nombres, vous pouvez faire des sommes, des moyennes, des médianes, etc. Point intéressant, c'est là qu'il y a une différence avec un simple champ texte. Donc le champ texte, c'est pareil que non tout à l'heure, c'est que si je mets 1, même si je vais copier les valeurs comme un bourrin, là par contre, à la fin, je ne peux pas faire de calcul et ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser la propriété nombre si vous avez des maths à faire. La propriété nombre, elle a une autre option, c'est qu'en cliquant sur 1, 2, 3, vous pouvez choisir soit une monnaie, soit pourcentage, nombre décimal, etc. Donc, par exemple, si je dis que c'est de l'euro, eh ben, il va mettre les deux petits zéros comme ça, il calcule en disant que c'est de l'argent. Vous avez aussi des propriétés de relation. Alors c'est à ça que servaient les propriétés que je vais afficher qui sont bloquées par et bloquées. Donc ça met des relations entre les items. Là, c'est des relations qui marchent dans les deux sens. Donc A est lié à B et B est lié à A, et il y a une propriété dans chaque sens. Donc si vous cliquez dessus, ici, modifier la propriété, vous allez voir comment ça fonctionne. Un item est bloqué par un item et peut bloquer un autre item dans la base de données. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois quand on regarde la chronologie. On doit faire d'abord cette tâche-là avant de faire celle-là. Donc c'est ça le sens du blocage entre eux. Mais dans l'absolu, cette propriété relation, elle peut servir à lier votre base de données à plein d'autres bases de données. C'est ça qui est hyper bien, qui est très fort dans Notion. Donc l'exemple que je vous ai montré, c'est une base de données qui est liée à elle-même. Ça veut dire que des tâches bloque des tâches, etc. Ça sert à gérer vos projets. Vous pouvez aussi faire des relations avec les autres éléments de votre workspace, donc avec d'autres bases de données. C'est une des grandes forces de Notion. Donc on va faire un exemple complètement bidon. On va aller chercher une relation, on va aller faire un lien vers ma liste des courses, et on ne l'affiche pas dans la liste des courses parce qu'on ne veut pas faire de grosses bêtises. Il n'y a pas de limite de relation, donc un item peut être lié à plusieurs items. Après, on peut dire que c'est lié qu'une fois à un élément. Il y a plein de use cases où la documentation technique d'un projet, vous pourriez pointer vers une page et vous pointez que vers une page d'une base de données et pas vers 50 différentes. Donc nous, on ne veut pas l'afficher dans la liste des courses parce que si on l'affiche, ça va faire comme tout à l'heure, ça va créer des propriétés dans les deux sens et je ne veux pas toucher à l'autre propriété. Et la liste des courses, on ajoute la relation et je l'affiche dans la vue. Donc là, par exemple, je vais chercher des relations et je vais dire ça c'est lié à patate douce, ça c'est lié à ceci, cela, etc. Donc vous pouvez lier comme ça des items d'une base à une autre. Et ça va me permettre de vous montrer un autre type de propriétés qui sont, alors en anglais c'était les roll-up, en français ça s'appelle les agrégations, qui permettent de marcher dans l'autre sens, où quand un élément est lié à un élément de votre base de données, donc là, la base de données A est liée à la base de données B, ça permet d'aller chercher des informations dans la base de données B et de les rapporter ici. Par exemple, je prends cette relation-là et on va aller chercher la propriété rayon de l'autre côté. Et on met afficher l'original, parce qu'après vous pouvez afficher que les valeurs uniques quand il y a plusieurs relations, vous pouvez avoir des doublons. Donc vous pouvez modifier ce que vous affichez, les cellules vides, etc. Mais nous, on s'en fout, on affiche l'original. Et donc là, ce que ça fait, pour chaque item que je mets ici, ça va aller me chercher dans quel rayon il est rangé dans l'autre base de données. Donc là, c'est relation et agrégation. On lie les données entre elles et on va ramener des données dans une base de données principale. Donc ça, c'est utile pour plein de choses. Je m'en sers beaucoup. Un exemple que j'utilise beaucoup, c'est que j'ai une base de données d'autorité. Donc c'est des personnes, des entreprises ou je sais pas quoi, des auteurs auxquels je lis toutes mes bases de connaissances. Donc, par exemple, quand j'enregistre un article sur Henri Cartier-Bresson, j'ai une fiche d'autorité Henri Cartier-Bresson et je lis des données dessus. Voilà. Et c'est la même chose pour les auteurs de ma bibliographie et tout ça. Et sur la fiche d'une autorité, j'ai agrégé toutes les données qui remontent, son éditeur, le nombre de livres que j'ai de lui, etc., les articles que j'ai enregistrés. On peut agréger tout ça et avoir des données de façon beaucoup plus lisible et beaucoup plus synthétique. Petit point important, les relations comme ça, vous pouvez les afficher à part. Donc là, elles sont affichées comme une simple propriété, mais vous pouvez l'afficher comme une section de la page et l'avoir à part ici. Et là, ça marche dans l'autre sens, vous pourriez ajouter aussi des ingrédients en imaginant que ça c'est un plat, ce qui n'est pas le cas. Être sur cette page, ça permet de faire un bref aparté. Quand vous ouvrez un item de votre base de données, vous voyez toutes les propriétés. Vous pouvez évidemment les réarranger comme ça vous chante, et aussi les masquer, soit si elles sont vides, soit toujours en fonction des besoins. Donc là, par exemple, on va dire que si c'est vide, c'est masqué. Si c'est plein, c'est pas masqué, et ça permet d'avoir des vues plus légères, et quand vous voulez voir toutes les données, vous dépliez derrière.
Revenons à nos moutons. État, c'est la nouvelle propriété qui sert à gérer des projets et des statuts. Avant, on utilisait un peu sélection et on faisait les champs comme ça de nous-mêmes. Maintenant, c'est une propriété état qui marche. Il y a 3 grandes parties: affaires, en cours et terminées. Et dans chaque partie, vous créez des statuts. Donc il y a un statut par défaut qui n'est pas commencé. Malheureusement, c'est en anglais. En cours et terminé. Et vous pouvez par exemple rajouter un statut abandonné. Et abandonné, on va dire que c'est rouge. Et cette tâche-là et cette tâche-là, elles sont abandonnées. Donc c'est à ça que sert la propriété état. Si vous avez des projets, si vous avez peu importe des choses qui ont un processus qui va de A à Z, vous pouvez le matérialiser comme ça. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, vous pouvez grouper aussi vos tâches ou vos projets ou peu importe par état, ce qui vous permet d'avoir une vue de qu'est-ce qui en est où à tout moment. Ensuite, vous avez les personnes. Ça, je m'en sers pas beaucoup parce que je suis tout seul dans mon workspace. Mais vous pouvez lier des tâches à des personnes. C'est comme ça, on sait qui est responsable de quoi dedans. Ça sert typiquement à la gestion de projet ou à de la documentation, savoir qui la maintient. C'est vraiment à ça que c'est utile. Fichiers et médias, je m'en sers pas beaucoup. Ça sert à lier des fichiers à des items. Je trouve ça un peu foireux parce que c'est un peu compliqué de retrouver les choses dedans. Notion, c'est pas Dropbox, c'est pas Google Drive. Passer un certain cap, je trouve ça un peu difficile. Alors oui, par exemple, si vous avez de la documentation pour votre entreprise ou pour votre micro-entreprise ou pour votre projet, je sais pas, et s'il y a des fichiers à réutiliser tout le temps, et s'il y a une documentation officielle disant voilà, les visuels de communication de l'entreprise, c'est ça, les modèles de courrier, c'est ça, et il y a une documentation qui est la référence et vous mettez que c'est à jour, oui, je veux bien, mais dans la vie courante de gestion de projet et compagnie, je sais pas, d'une agence web ou peu importe, je trouve ça un peu difficile parce qu'il faut aller les chercher. C'est pas ultra facile parce que vous chargez vos fichiers. Ensuite, vous les téléchargez pour les ouvrir. Il n'y a pas de lecteur dans Notion. Donc, globalement, je m'en sers assez peu. Ça peut être utile, mais c'est vraiment pas la force de Notion, ce genre de propriété. Cases à cocher, ça porte son nom. C'est simplement des cases à cocher que vous pouvez décocher en cliquant dessus comme ça. Vous pouvez les réduire à une seule petite colonne et mettre un logo. Par exemple, avion, et voilà, vous pouvez cocher qui a pris l'avion et qui n'a pas pris l'avion dedans. C'est un exemple encore une fois, mais ça c'est vraiment très très simple. Alors c'est très simple les cases à cocher, mais ça va servir à plein de choses pour faire des calculs de formules, pour grouper les choses, etc., pour faire du suivi. C'est une fonctionnalité qui est simple mais qui peut être exploitée derrière, évidemment. URL, évidemment, c'est Thomas, on va mettre thomasamoudi.com, comme tout le monde écorche mon nom, j'y vais aussi. URL, ça sert beaucoup pour tout ce qui est veille et tout ce qui va venir de Notion Saver ou de Save to Notion, qui sont des extensions Chrome et Firefox pour envoyer des données dans Notion. Là, vous pouvez capturer l'URL de la page que vous enregistrez et évidemment la mettre dans une propriété URL. C'est comme une propriété texte, à la seule différence que c'est cliquable. Donc là, je vais pas cliquer parce que ça va m'ouvrir un site qui n'existe pas, mais c'est cliquable et vous pouvez modifier les liens dessus. Ça sert à peu près qu'à ça pour la veille, enregistrer des liens cliquables. Email et téléphone, ça va marcher sur le même principe. C'est simplement des champs de texte que vous renseignez qui vont être cliquables derrière. Donc ça peut servir à faire des bases de contacts. Et si vous cliquez dessus, vous ouvrir votre client de mail pour que vous puissiez faire un mail à cette personne. Dans les propriétés qu'on a ensuite, vous avez les formules. Ça, j'ai fait une vidéo complètement dédiée où je vous les explique toutes. Ça va apparaître quelque part, donc je vous renvoie à cette vidéo. Je ne vais pas vous le réexpliquer là. Relation et agrégation, on l'a vu. Relation, on lit les données entre elles. Agrégation, on les fait revenir dans la base de données où est la propriété. Ensuite, il y a des propriétés qui paraissent ridicules mais que j'aime beaucoup. Je vais toutes les ajouter en même temps, comme ça sera fait. Donc ces propriétés sont très bien. Je m'en sers pour 2 choses. Donc, dernière modification est créée par. Évidemment, ça sert à savoir qui a créé un item et qui l'a modifié en dernier. Pour la gestion de projet, c'est vachement bien. Ça sert à plein de trucs, je les mets quasiment tout le temps. Typiquement, dans ma liste des courses, c'est dedans, comme ça je vois qui a ajouté quoi, si c'est automatique de Notion, si c'est moi qui l'ai ajouté avec mon téléphone ou pas. Je vois d'où viennent les items, mais ça pour le coup, ça sert à plein de choses. Date de création, ça sert à savoir de quand date un item. Alors ce qui est cool, c'est que la date de création, si vous créez la propriété 6 mois après avoir créé l'item, il va quand même prendre la date de création et vous l'afficher. C'est-à-dire qu'elle est quelque part préenregistrée et elle est affichée à ce moment-là. Donc il n'y a pas besoin de le faire à l'instant où vous créez votre base de données. Si vous l'ajoutez plus tard, ça marche quand même. Dernière modification, ça sert à savoir quand a été modifié pour la dernière fois votre item. Et ça, c'est des propriétés qui me servent à faire des calculs. Je vais vous prendre un exemple pour vous montrer. Donc ça, on va les masquer, on n'en a pas besoin. Donc ça sert à faire des calculs. Par exemple, on va ajouter une formule, hop, que je vais copier-coller directement. Tac, ça vient d'une autre base de données. Et là, ça me dit que ça a été créé. C'est basé sur la date de création, que ça a été créé il y a 1 heure. Alors je m'en servais beaucoup avant de cette formule-là, parce que j'aime bien l'avoir dans la base de données comme ça. Maintenant, ils ont fait évoluer les propriétés de date de création et date de modification pour qu'elles puissent être affichées de façon, attention, ici, relative. Donc vous pouvez désormais, format de la date, mettre relatif, et il vous met aujourd'hui à telle heure, vous pouvez mettre 24 heures, etc. Moi, je préfère l'avoir comme ça, mais ça revient un petit peu au même. Et ces dates-là, elles peuvent aussi être exploitées dans tout ce qui utilise des dates, les calendriers, les chronologies, etc.
Donc je pense qu'on a fait le tour des propriétés des bases de données dans Notion. Si vous avez encore des questions sur les propriétés, des choses où j'étais un peu vite ou vous n'avez pas bien compris, etc., n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai. Vous verrez aussi en description de la vidéo un lien pour télécharger mes templates, parce que je partage régulièrement des templates Notion, que ce soit mon outil de liste de courses, de gestion des tâches, tout ça, j'en ai partagé plusieurs, donc n'hésitez pas à les récupérer. Et moi je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Salut!